Je vais vous raconter la véritable histoire du ministère de la Culture. En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie. Lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Monsieur, nous avons reçu une circulaire du ministère nous demandant d'établir la liste des élèves juifs de notre établissement sans en oublier une seule, afin qu'elles en soient expulsées. Monsieur, j'étais choqué de cette mesure, mais j'étais la seule à être choqué. Et mes collègues m'ont dit, « Christiane, qu'est-ce que tu veux faire? C'est une guerre, et puis c'est la loi, et puis c'est une circulaire du ministère. Et puis tu ne seras pas plus utile une fois que tu seras toi-même renvoyé. Et puis tu devrais faire ta réprobation plus discrète, si tu ne veux pas, toi, avoir de très gros ennuis. » Etc., etc. Monsieur, je savais que je ne pourrais plus jamais être enseignante après la guerre. Monsieur, j'enseignais Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Sachant les enseigner, monsieur, nous aurions dû savoir les défendre. Alors elle va résister, Christiane Faure. Oh, résister. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va leur faire cours chez elle, en cachette, le soir. Voilà. C'est ça sa résistance à Mademoiselle Faure. Et ça suffit pour lui attirer de très très gros ennuis. Elle passe à 2 doigts, à 1 cheveu, d'être, elle, embarquée et déportée, mais l'Algérie est libérée très tôt, et dès 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger et reconstitue des ministères, avec des cabinets, et notamment un nouveau ministère, non plus de l'instruction publique, mais de l'éducation nationale. Et c'est Christiane Faure qui m'explique la différence. Il y a un nouveau ministre qui s'appelle René Capitan. Il a un directeur de cabinet qui s'appelle Jean Guéhenno. Jean Guéhenno, c'est un philosophe très important à cette époque-là, un peu oublié aujourd'hui, proche du Parti communiste. C'est lui le grand théoricien des maisons de la culture. C'est Jean Guéhenno, c'est pas l'autre. On va en parler de l'autre tout à l'heure. Ça existait déjà. Et Jean Guéhenno va constituer un cabinet, il va chercher des gens, on va regarder autour de lui, qui c'est qu'il y a? Bayen, Badevant, et il tombe sur Christiane Faure, ils apprennent ce qu'elle a fait, ils lui demandent si elle accepterait de venir s'occuper de l'éducation des adultes au sein du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'ils ont en tête de créer une nouvelle direction. Parce que Christiane Faure m'explique que Capitan, Guéhenno, ils ont une idée, c'est que avec ce qui vient de se passer à Auschwitz, avec ce qui est en train de se passer, on est en 42, nous savons désormais que ça n'est pas un problème d'instruction, que ça n'est pas un problème de culture, qu'on peut être extrêmement cultivé, très très instruit, et ne pas préférer la démocratie au fascisme. Je vous rappelle que le patronat français a massivement collaboré, il a préparé dès 1932 les négociations avec Hitler. Les professeurs d'université en Allemagne, en Italie, en France ont choisi Hitler. Et donc, si ça n'est pas un problème d'instruction, c'est donc que c'est un problème d'éducation politique. Malraux demande une chose, Malraux a une seule idée, il veut des maisons de la culture partout en France. Il veut que chaque ville de France ait une maison de la culture. Et donc, Biasini va comprendre l'intérêt des maisons de la culture, mais il va réfléchir en colonisateur. Il va tout de suite piger à quoi peuvent servir en France, dans les principales villes de France, de poser des temples
de la puissance étatique de la nouvelle 5e République, des maisons de la culture. Bam, bam, bam. Ils résonnent en colonisateurs. Pas du tout des lieux... Parce que Christiane Faure et les autres pensaient les maisons de la culture comme des lieux ouverts à tout le monde associatif, les syndicats, la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de maison du peuple, quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Le journalisme, les artistes aussi. Les artistes, ça fait partie de la culture. Mais lui, il va piger le truc. On lui prête une phrase. Je ne sais pas s'il l'a dite. En tout cas, il aurait dit... Les maisons de la culture ne seront pas le hangar des galas de fin d'année en tutu rose des associations de parents d'élèves. La France d'en bas. Et donc, il va penser les maisons de la culture comme des espèces de lieux de temple de l'exception, de l'excellence. Vous avez certains êtres d'exception touchés par une grâce mystérieuse qui s'appelle l'art, qui est un mystère quasi divin. Et alors il y a quelques pas vous, pas moi, ça c'est impossible, jamais pas vous toucher. Et nous, dans les maisons de la culture, on a le droit d'aller contempler le mystère, comme ça. Vous êtes déjà entré dans une maison de la culture, une vraie maison de la culture, une des 11. Moi je suis entré dans celle d'Amiens une fois. C'est immense. Et c'est désert. C'est une cathédrale, hein. Vous savez, les cathédrales de la culture, sauf que dans une vraie cathédrale, vous avez toujours au moins une petite vieille qui prie, d'accord? Là, il n'y a personne. Alors vous rentrez comme ça. Et là, contre un mur, vous avez 75 gros bidons en fer, des gros bidons comme ça. C'est une œuvre. Et là, au-dessus de chacun de ces bidons, vous avez un petit Polaroid tout nul, super mal pris. Okay, et là, vous comprenez que dans chacun de ces bidons, il y a de l'eau d'un endroit du monde d'où a été prise la photo. D'accord ? Et donc, vous comprenez que vous avez un bidon d'eau du Nil, d'eau de la Volga, d'eau du Yangtze-Kiang, d'eau du Mississippi. Okay, une soixantaine, comme ça, d'accord ? Et là, dans le secret de votre conscience, vous êtes devant une bifurcation intellectuelle et politique. Personne ne vous regarde, personne ne vous écoute, mais il va falloir choisir. Soit vous dites « C'est complètement con !» Puis ça a dû coûter bonbon, quoi, je veux dire. Putain, mais moi, si on me paye un tour du monde, je veux bien ramener de la flotte, quoi, tu vois. Puis si ça se trouve, c'est de l'eau d'Amiens, c'est de l'arnaque, leur truc. Et vous êtes un prolétaire. Soit vous dites, bon, moi, je trouve ça bidon, mais si je le dis, je vais avoir l'air d'un prolo. Vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche. Et vous décidez de faire partie des gens qui sont capables d'apprécier, attention, je n'ai pas dit de comprendre, j'ai dit d'apprécier cette démarche sans chercher à la comprendre. Il y avait un spectacle où les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai. Et ils pissaient devant les spectateurs, ils se pissaient dessus les uns sur les autres, etc. Alors ça, c'est de la culture. C'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre que d'un point de vue théâtral, ça n'aurait aucun intérêt. Je veux dire, vous voyez, si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi, je sais pas, je ferais un truc comme ça, je ferais ça, vous auriez tous compris, ok? Je dis, ah, il fait pipi, ok? Mais je le ferais pas vraiment. Okay? Et vous auriez compris quand même. Okay? Ça serait du théâtre. Vous voyez? Je la sortirais pas, je ne mettrais pas à uriner sur la scène du Grand Parquet. Alors si je la sortais, et si je me mettais à uriner devant vous, alors je pourrais demander des subventions à la DRAC. Je pourrais demander de l'argent au ministère de la Culture parce que ce ministère, parce que ça serait une formidable prise de risque artistique. Et que ce ministère est là depuis maintenant une cinquantaine d'années pour encourager les vraies prises de risque artistiques. Parce que vous allez me dire, mais c'est complètement idiot de donner de l'argent public, de donner des subventions vertigineuses pour faire pipi par terre. Mais c'est pas idiot du tout. C'est même remarquablement intelligent. Parce que ça nous
prouve quelque chose, ça nous démontre quelque chose, ou j'ai envie de dire, ça nous fait croire à quelque chose. Ça prouve de la liberté d'expression. Ça nous fait croire à la démocratie. Un vrai succès, 40e foire internationale d'art contemporain, 75 000 entrées en 5 jours, 15 000 VIP, entrée 35 €. C'est absolument formidable, ils sont ravis, ils sont contents. Voilà un domaine qui ignore crise et récession. Par exemple, un Basquiat a été vendu à 5 millions de dollars. 17 pièces de Lewis Baltz vendues de 10 000 à 15 000. Et l'artiste chinois Ye Minjun a vendu une pièce à 880 000 dollars. Donc ça se passe bien pour tout le monde et on est obligé de suivre ces 3 réacs à la FIAC. Alors nous voilà au Grand Palais, nous voilà à la FIAC. Et c'est la première fois, j'avoue, que je viens à la FIAC. On va bavarder comme ça, chemin faisant, avec Franck Lepage, qui est venu visiter ça, découvrir aussi, Franck. Comme vous, comme toi. J'espère être élevé spirituellement. Enfin, je m'attends à ce qu'il y ait un choc entre des œuvres et moi. Franck Lepage s'est distingué avec ses conférences gesticulées. Qui continue, Franck? Oui, bien sûr, oui. Continue. Plus que jamais. Oui. Et dans tes conférences gesticulées, t'en as une qui concerne ce sujet-là. On parle un peu de l'art contemporain, oui. L'art contemporain, ouais. Contemporain. Voilà, c'est ça. Parce que d'entrée de jeu, on est coincé, inhibé par un petit mécanisme très malin, qui est que ici tout le monde est subversif, tout le monde fait de la provocation, tout le monde rigole, tout le monde met en abîme, si bien que si jamais tu dis mais attendez non, tu passes pour un réac. Il y a quand même des choses ici intéressantes. Des peintures, des choses qui sèment la confusion, qui laissent croire que ce qui s'appelle l'art contemporain est une évolution de l'art tout court, de l'art moderne, alors que c'est une rupture, c'est un projet politique, idéologique qui n'a rien à voir. Bon, allons-y. L'artiste contemporain, là, récemment, il a été exposé à la Biennale de New York, alors il prend un petit déjeuner, puis il arrache un petit coin de la nappe en papier, et puis il la signe. Et donc, au bout d'un moment, il expose ses petites déchirures, comme ça, d'accord, dans les différents endroits où il est allé. Donc voilà, c'est une œuvre d'art contemporain, il a le droit. Ça s'est vendu 200 000 €, là, la dernière. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est surtout que ça spécule. C'est-à-dire que ça rentre en bourse, et ça va faire beaucoup d'argent, ça va fabriquer de la valeur, sans passer par la fabrication de la richesse, c'est-à-dire que ça élimine le travail humain, ce qui est un des rêves les plus fous du capitalisme, fabriquer de la valeur sans s'emmerder avec des travailleurs, etc. Je voudrais lever une ambiguïté, je ne suis pas contre l'art, ça je serais fou. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Moi, je joue de la guitare, personnellement. Enfin, oui, bon. Je suis en train de vous parler d'une politique publique de ça, ok? Je suis en train de vous parler de la façon dont l'État se saisit de la question de l'art pour en faire une démonstration politique. Première incise. Deuxième incise, il faut qu'on soit très clair, ce qu'on appelle, peut-être vous ne savez pas tous ça, l'art contemporain, ça ne veut pas dire l'art d'aujourd'hui. C'est une astuce, une substitution de termes, d'accord? D'accord. L'art contemporain est une toute petite fraction de l'art d'aujourd'hui, ok, et qui s'appelle contemporain, ce qui fait que pour les gens qui ne connaissent pas le truc, ils se disent, bon, bah, si c'est l'art d'aujourd'hui, alors si j'aime pas ça, je suis complètement décalé, je suis nul, donc il faut que j'apprenne à aimer ça. Ok. L'art contemporain, c'est l'art de marché. C'est un art, d'accord, c'est un tripatouillage entre 3 M, les médias, le marché, le ministère, ok, d'accord, qui permet de faire circuler d'énormes quantités d'argent public sur quelques gros galeristes pour que des gens comme François Pinault spéculent en bourse sur de l'art contemporain. Okay, donc c'est ça, c'est un truc très particulier. Donc vous avez tous vu au FIAC, hein, vous savez ce que c'est, ces 3 bouts de moquette collés l'un en face de l'autre, c'est atroce, et ça vaut 80 millions d'euros. Enfin, oui, un truc, ok. Et donc vous dites, enfin c'est bizarre, c'est pas normal. C'est de l'art contemporain, vous dites, bon, bah alors si c'est contemporain, ça doit être ça l'art d'aujourd'hui. Enfin non. Enfin... Cette critique, il faut absolument la construire parce que ça n'est pas de l'art contemporain, c'est de l'art de marché. C'est même une destruction, enfin, de la question artistique.
L'art contemporain réalise un des rêves du capitalisme, qui est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. C'est-à-dire avec des installations minimalistes, tu sais, 2 bouts de machin posés sur un bout de truc qui valent immédiatement des sommes complètement délirantes. Ça permet de montrer qu'on peut fabriquer de l'argent en éliminant complètement le travail humain, en se passant de nous. Ça n'est plus du tout l'œuvre qui est au centre. L'œuvre n'est plus que le support d'un marché pour que des gens comme François Pinault défiscalisent leur pognon, enfin tu vois. Là où ça devient problématique, c'est que pour que François Pinault puisse défiscaliser ou placer son pognon sur 2 bouts de moquette collés face à face, il faut que ça soit garanti par un État, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent public qui soit mis là-dessus. Et là, du coup, on peut se poser la question, on a le droit de s'en mêler. Après, les riches font ce qu'ils veulent entre eux. Je vais à partir du moment où il faut qu'il y ait un ministère qui achète ces œuvres. Depuis 1991, par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art par l'État est tenu secret. Parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Enfin, tu vois, je veux dire, quand même. Ça pourrait dévaloriser la cote de l'artiste. Évidemment. Tu peux faire n'importe quoi, on s'en fout. Enfin, tu prends 10 bouteilles, tu les peins en rouge. Dès lors que 3 instances de légitimation, médias, marché, ministère, c'est une petite clique comme ça de commissaires qui décide que telle personne sera un artiste, que tout ce qu'elle fera peut valoir énormément d'argent. C'est comme ça qu'on fabrique un marché. Alors, si tu veux, après, je veux dire, l'humour est pas inépuisable. Enfin, tu vois, une fois que tu as mis là, comme on vient de voir là en bas, là, juste devant nous, un Rodin avec des oreilles de Mickey. Le fameux magnifique Balzac de Rodin avec des oreilles de Mickey. Voilà, qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine? Ils mettront le bec de Donald. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, mais enfin, j'appelle ça l'humour des riches. On s'appelle 303 Galeries, on est basé à New York. Et c'est notre 4e année à la FIAC. Super heureuse, une superbe foire. On est très heureux de présenter nos artistes. On a Doug Aitken, Larry Johnson, Jacob Cassé, Valentin Caron qui a représenté la Biennale de Venise, le pavillon suisse, Collier Shore, Nick Mouse aussi. J'ai pas très bien compris, franchement, je me sens un peu idiot, mais le crochet là dans le mur. Le crochet, c'est une œuvre de Valentin Caron. Ah, j'ai pensé que c'était, on attendait d'accrocher la toile à ce crochet. Vous êtes un malin, vous. Non, mais vraiment, Valentin Caron, ça. Par contre, ça serait bien si vous ne touchiez pas l'œuvre. Ah bon, d'accord. Mais alors, en l'occurrence, cette œuvre-là, ce crochet, il se vend? Ici, on est dans une foire d'art contemporain, donc en effet, donc ça la se vend. question qu'on va lui poser, c'est ça se vend combien? Cette pièce vaut 15 000 francs suisses. D'accord. C'est vraiment 13 000 euros. D'accord. Ça, c'est très provocateur. Non, je pense que c'est pas la provocation, c'est un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un basé dans le temps et l'espace, qui, à travers son regard, observe le monde. Il nous offre une traduction vis-à-vis de son histoire personnelle, vis-à-vis de l'histoire de son pays, vis-à-vis de l'histoire de l'art. Et donc, certaines œuvres sont plus provocatrices que d'autres. D'autres sont plus simples, plus poétiques. Par exemple, Nick Mouse, ici, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Regardez une œuvre de Nick Mouse, c'est comme écouter une mélodie de Debussy. » Quelque chose a basculé au tournant des années 60, où ce qui était du théâtre et qui n'était que du théâtre, Jean Vilar s'appelait un animateur de théâtre, il ne s'appelait pas un créateur, ok, où il y avait de la danse et c'était que de la danse, j'ai envie de dire, où il y avait de la peinture et c'était que de la peinture, vous voyez. Et puis il y a eu un moment où c'est devenu autre chose, c'est devenu de la culture, c'était une formidable démonstration politique permanente de quelque chose. C'est le moment où le pouvoir a compris l'intérêt qu'il y avait à souffler à l'oreille de quelques peintres, quelques danseurs, qu'ils faisaient beaucoup plus que de la danse, beaucoup plus qu'ils faisaient un acte de création, qu'ils étaient des créateurs. Jusqu'à là, c'était réservé au vocabulaire religieux, ce truc apparaît à ce moment-là, vous voyez. Alors évidemment, vous dites à quelqu'un qu'il est un créateur. Et le mec, genre, oui, au fond, c'est pas faux. Mais c'est normal, ok. Et puis le pouvoir a compris un truc génial, c'est que vous ne pouvez pas critiquer une création, c'est impossible. Vous pouvez critiquer du théâtre. Vous pouvez dire c'est bien joué, c'est mal joué, vous pouvez critiquer de la peinture, vous pouvez dire c'est beau, c'est moche, la danse. Ça sert à ça, on appelle ça de l'esthétique, ça sert à être jugé. Bon. Alors si c'est une création, et si vous la critiquez, ça fait de vous immédiatement un fasciste. Tu veux du caviar ou pas? Aujourd'hui. Il y a, en cas de caviar, on peut prendre quand même. Vous vous sentez un peu élevé, non, spirituellement, je veux dire, ça, vous sentez la présence de toutes ces œuvres, enfin un peu la théorie de Malraux, tu vois, le choc avec l'œuvre, là, la rencontre avec l'œuvre? Ouais. Oui, moi je me sens là. Un peu, oui. Ouais. Il y a un ascenseur ici. Ouais. C'est Bourdieu qui disait si les théories de Malraux étaient exactes, les gardiens de musée seraient des gens très cultivés.
qu'est-ce qu'il faut pour avoir un marché de l'art? Il faut 3 choses. Il faut des riches, il faut des millionnaires, donc maintenant il y en a. Il faut des œuvres à profusion, et tu peux pas faire un marché avec du Van Gogh, c'est pas possible. Mais par contre, tu peux faire du marché avec 2 bouts de maquette collés face à face, parce que ça, des œuvres, on peut en faire des centaines par jour, des œuvres comme ça. Et puis, il faut une institution. Il faut de l'argent public, il faut une institution qui garantisse la valeur de ces œuvres. Qui se porte garant, quoi. Qui se porte garant. Qui fait que François Pinault, il va pas mettre 80 000 euros sur 2 bouts de moquette s'il n'est pas certain que l'État est là derrière pour garantir ses bouts de moquette, ok? Il n'est pas idiot. François Pinault, ça lui donne aussi une image... Oui. Il a tout compris. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des Velázquez ou des Michel-Ange? C'est impossible, il n'y en aura pas assez. En 2007, chez Sotheby's, il y a un Velázquez qui s'est vendu 12 millions de dollars, et à la même vente, il y a un Damien Hirst, donc une armoire à glace, une petite armoire avec des pilules à l'intérieur de toutes les couleurs, s'est vendu 13 millions de dollars. Ça s'est vendu plus cher que le Velázquez. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on bascule. Ça, il y a un seuil qui est passé. Il y a un seuil qui passe où les œuvres des artistes vivants se vendent plus cher que les artistes morts. Et là, pour le marché, c'est juste génial. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de s'enquiquiner à chercher des Velázquez si on peut demander à un type de remplir en 15 minutes une armoire avec des pilules? C'est juste magique, ce truc. On m'a dit que chaque pilule avait été peinte à la main. J'espère qu'il reste quand même une espèce de parfum de travail là-dedans, quoi, tu vois. Dites-moi, vous êtes contente de ce salon? Alors vous tombez très mal parce que je parle jamais de ça. Je veux bien vous parler des œuvres, mais je parle pas du marché, jamais. Ah d'accord. Alors parlez-nous des œuvres. Ça à la base, quel est l'artiste qui a fait ce truc avec... C'est pas un truc, c'est une œuvre. Oh pardon. Et il s'appelle Théo Mercier. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, avec cette accumulation d'os jouets pour chiens, dire comme Non, ça? c'est pas des os, c'est des os à mâcher. Tous les chiens ont des os à mâcher. Ben alors, c'est de l'art, ça? Oh, écoutez, non, franchement, je suis désolée, mais au bout de 35 ans de galerie, je réponds pas à ce genre de questions. Je suis désolée, non. Non. Et vous, si vous voulez vraiment, c'est de l'art, mon fils peut faire ça, tout ça, j'écoute plus ça. Je vous pose la question. Non, je réponds plus à ça. Pardonnez-moi. Ah bon? J'ai passé l'âge de répondre à ce genre de questions. Bon. Vous avez un peu fatigué, non? Non, je suis en pleine forme, forme. Je réponds à une question stupide. Et franchement, en 2013, basta. Alors, je vais vous mettre en colère si je vous demande si vous êtes choqué par l'incroyable spéculation sur cet art contemporain. Ça aussi, c'est un truc qui vous choque. Remarquez qu'on a commencé l'interview, je vous ai dit que je parlais pas du marché. D'accord. Ni le marché, ni la définition de l'art. Pour vous, c'est une question réglée. Mais vous savez, on dit toujours que l'art, c'est parce que c'est un artiste qui l'a fait. Vraiment, France Inter, vous pouvez faire mieux que ça. Hein. D'accord. Vraiment. Bon. Je vous remercie. On vous remercie pour vos conseils et votre accueil, madame. J'accueille par rapport à vos questions. Moi, je pense que c'est une forme de totalitarisme, si tu veux. Quel totalitarisme? Du relativisme. Je me rappelle de cette émission sur France Culture quand Boltanski avait fait son tas de fringues au Grand Palais. Tu te rappelles de ça? Il avait un immense tas de fringues. Et alors, la journaliste de France Culture qui l'interviewe essaye de lui faire dire que ça veut dire quelque chose. Et donc, elle lui demande un truc du genre, mais Christian Boltanski, est-ce que c'est supposé représenter la Shoah, les camps de concentration? Et lui dit, mais non, pas du tout. Et elle insiste, elle dit, mais enfin, quand même, on dirait... Et lui, limite, se fâche, enfin, disant, arrêtez de vouloir me faire dire quelque chose. Je suis un artiste contemporain, je ne veux rien dire. Enfin, tu vois, c'est pas du socio-cul, c'est pas du... Ah oui, c'est ça. C'est vouloir dire quelque chose, c'est socioculturel. Voilà, c'est mettre l'art au service d'une cause, et ça c'est scandaleux, tu vois. Le ministère de la Culture ne te dit que ça. C'est comment vous voulez instrumenter l'art. L'art n'a pas à servir quoi que ce soit. Et ça, c'est une vision qui a été introduite. Alors là, il faut faire un peu de complotisme. C'est une vision qui a été amenée en France par la CIA dans les années 50 pour lutter contre la tentation communiste de l'ensemble des intellectuels européens. Tous les intellectuels européens, les artistes étaient tournés vers la tentation égalitaire, vers le communisme, et il a fallu les détourner de ça en leur proposant une liberté qui n'est plus qu'une liberté de faire n'importe quoi, totalement dégagée des enjeux de société. Il y a Evelyne Ritten, qui est une prof de Bordeaux, a écrit un livre qui s'appelle Les stratèges de la culture. Elle dit un truc magnifique, elle résume tout en une seule phrase. Elle dit, la culture, c'est ce qui sert à empêcher l'énonciation du conflit social. On ne peut pas le dire mieux. Et regarde ça. Quelle est l'œuvre qui te fait réfléchir? Et ce qui est le plus fou, c'est que tous les gens qui défendent ça te disent ça change le monde. L'art va changer le monde. Tu vois, parce que ça élargit ton imaginaire. Tu te sens un peu élargi, non?
Alors là, c'est une plante verte, mais qui est penchée. Ah C'est oui. un pot. Alors ça, c'est ça. Attends. Je vais tester un peu la méthode. D'accord. C'est un travail qui joue sur le vivant et l'inerte. Oui, c'est pas mal ça. Oui. Et qui met en tension l'incertitude profonde de l'artiste dans son parcours, dans sa linéarité essentielle. Tout en s'inscrivant, je tiens à le dire, dans la durée aussi, puisque c'est la plante qui C'est l'image pousse. de la plante qui pousse, qui met le temps, comme la maturation de l'œuvre elle-même, de l'artiste. Et puis peut-être un jour elle tombera aussi, parce que les artistes aussi sont éphémères. Et il y a cette verticalité quand même, la plante qui se redresse. Et Si le pot est de travers, la plante, Oui. elle se redresse vers le soleil. Oui, parce que l'art résiste et que l'art sera toujours plus fort que la vie, on peut le dire. On peut le dire. Il y a une résilience. Oui. Alors docteur, je suis bon, enfin. C'est pas mal. Le mot culture va devenir synonyme d'art. Ça, c'est la grande catastrophe intellectuelle qui nous arrive. C'est une catastrophe intellectuelle majeure. On va évacuer du mot culture, La culture. la culture. On va virer la culture de la culture. C'est-à-dire la vie sociale, politique, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire conflictuelle, comment vous la et moi, controverse. on échange de l'information sur la domination, sur comment on s'en sort, d'accord? C'est la culture, quoi. Je veux dire, la façon de survivre dans une société capitaliste, Oui. le syndicalisme, la lutte des classes. Alors, on a trouvé un mot pour ça, c'est le mot socio-culturel. Absolument. Il y a la donc, culture et le socio-culturel. Voilà, on a une obscénité en France, et le ministère de la Culture est là pour veiller à ce qu'elle existe, qui est une séparation d'une inimaginable violence entre ce qui est culturel et ce qui n'est que social ou socio-culturel. Alors, si vous allez au ministère de la Culture dire je voudrais faire un travail avec des chômeurs sur la vie des gens, etc., enfin on va vous regarder comme un cancrelat. Vous allez écoutez, ça c'est pas de la culture, soyez raisonnable, ça c'est du socio-culturel, c'est de la gîte propre, enfin c'est un truc, ça va. Que la droite dise que les gens sont dans la situation sociale où ils sont parce qu'ils manquent de culture, ok, ça c'est une idée de droite, c'est simple. Mais que la gauche pense ça, parce que va faire Jack Lang quand il arrive? C'est ça qui est hallucinant. Il va faire plus fort que Malraux. Il va propulser la figure de l'artiste à des hauteurs jusque-là inconnues. Je veux dire, la gauche arrivant au pouvoir, elle aurait dû remettre en place une politique culturelle de gauche. C'est une politique qui, effectivement, fait re-rentrer de nouveau dans les maisons de la culture ou les établissements culturels l'action sociale, le syndicalisme, le féminisme, les gens, la vie, enfin bref, c'est ça la culture. L'école, enfin la réflexion sur l'école. Alors pas du tout. Pas du tout, la gauche va faire encore plus fort que Malraux. Et donc aujourd'hui, on a cette situation absolument terrible, enfin du point de vue intellectuel, c'est que culture, ça veut dire beaux-arts. Je raconte cette anecdote des amis à moi qui étaient animatrices dans une association d'éducation populaire, emmènent des jeunes de banlieue à une foire d'art contemporain, et là, il y a une œuvre d'un artiste où il a fait carreler un pavillon entier, puis il a ensuite démoli à coup de marteau tout le carrelage, et donc l'œuvre, c'est ça. Donc c'est des gravats par terre, et donc on traverse ce pavillon, on marche sur des gravats. Et alors les jeunes évidemment disent madame, je peux faire pareil si on me donne des subventions, je peux casser des abribus, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est la réponse de cette animatrice. Soit elle aurait dû répondre au nom de l'éducation populaire, elle aurait dû répondre oui, bien sûr que tu peux faire pareil, mais tu ne seras jamais légitimé comme artiste. Jamais François Pinault ne mettra un centime sur ta tête si tu fais ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment marche la légitimation des gens, à qui comment on fabrique un Boltanski, etc. Au lieu de lui dire ça, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, c'est dommage que tu dises ça, parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste. Tu es un sous-homme. Vous opposez la culture de tous et par tous. Oui. Vous êtes assistante sociale, vous avez 25 ans d'ancienneté. Est-ce que ça vous intéresserait, plutôt que de partir à la retraite cultiver des bégonias, de monter sur scène et d'expliquer, de partager avec des gens ce que vous avez compris pendant 25 ans de ce que c'est que les politiques d'action sociale dans ce pays, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'horreur du RSA, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, des agents d'une mission locale pour l'emploi, d'accord, qui savent quasiment tous, qui n'ont jamais inséré personne d'autre qu'eux-mêmes, d'accord, qui font autre chose, mais qui sont obligés de faire ça, c'est leur métier, ils font de l'insertion. Mais en même temps, ils ont un savoir politique là-dessus, qu'ils ne peuvent jamais exprimer, jamais, ni dans leur syndicat pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, ni dans... Il y a pas de procédure pour que les gens témoignent de la façon dont ils vivent concrètement la domination. Et voilà, vous imaginez, vous dites, voilà, vous êtes agent d'une mission locale, est-ce que vous voulez monter sur scène et raconter sous une forme un petit peu mise en forme, en respectant un peu la convention spectaculaire, un minimum. On a des gens qui sont arrivés en masse en disant, moi je veux.
Je vais vous raconter. Quel par exemple? J'ai une instite qui veut plus être instite, qui devient folle avec ça. Des experts d'un cabinet d'expertise qui sont au cœur de l'exploitation dans l'entreprise. Des travailleurs sociaux, des gens qui sont dans les quartiers à faire du développement durable, qui disent moi j'en peux plus. Je veux expliquer pourquoi c'est un mensonge. Enfin voilà. Alors ils montent sur scène, vous les aidez un peu, non? Comment ça se passe? Un petit peu, oui. En fait, on va lui proposer de fabriquer un Scooby-Doo avec 2-3 fils. Un des fils du Scooby-Doo, c'est sa vie à lui, c'est-à-dire son autobiographie. Comment il est arrivé là, d'où ça vient, par quoi il est passé. Un autre fil du Scooby-Doo, c'est qu'est-ce qu'il a compris politiquement de son expérience dans son métier. Un troisième fil, c'est qu'est-ce qu'il a lu sur la question. Parce que les conférences gesticulées sont aussi des occasions de vulgariser de la pensée. Par exemple, quand on fait une conférence sur le management et la démarche qualité, on va chercher du savoir froid qu'on va mélanger avec du savoir chaud. Oh là, c'est quoi ça? C'est très facile. Un savoir froid et un savoir chaud, ça donne pas un savoir tiède, ça donne un orage. Le savoir froid, c'est le savoir universitaire. C'est un savoir passionnant, bien fait. Par exemple, celui de Boltanski. Boltanski écrit, théorise. Moi, c'est le savoir chaud. Moi, j'ai vécu le projet, d'accord? Moi, je me suis prostitué pendant 15 ans pour obtenir des sous sur des logiques de projet où je montais des projets bidons qui avaient jamais lieu parce qu'il fallait récupérer l'argent, d'accord? Et les gens que j'avais en face de moi le savaient, ok? C'est ça. Donc ça, c'est un savoir chaud. Et quand le savoir chaud rencontre le savoir froid, on a la révolution. C'est Boltanski qui le dit. C'est-à-dire quand les intellectuels et les acteurs sociaux ne sont plus coupés les uns des autres, ça pète. Vous êtes combien là-dedans? On est 8. 8? Qui sont quoi? Qui ont la même histoire que vous? Non, quasiment. Ce sont tous des gens qui viennent du travail social, du travail socio-culturel. Il y a des animateurs, il y a des directeurs de maisons de jeunes, il y a des gens qui ont travaillé comme moi. Qui sont tous en rupture? Ils sont tous en rupture. Des renégats. Ouais, c'est ça. C'est plus exactement des gens qui, dans leur métier, dans leur profession, s'aperçoivent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qui leur semblait légitime de faire. C'est-à-dire de l'éducation populaire et non pas des dispositifs d'insertion. De l'éducation politique, c'est-à-dire parler du capitalisme, de la domination, expliquer aux jeunes comment ça se passe, expliquer aux gens pourquoi ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas de boulot, et non pas leur faire croire que si ils se cultivaient, ils en auraient. Et donc, comme ça n'est pas possible dans ce qui est actuellement le travail social, le mouvement associatif, qui est totalement aliéné dans des logiques de subventionnement par projet, l'idée de gauche de la culture, c'est pas de dire que les gens manquent de culture, c'est de dire que les gens sont pleins de culture, qu'ils ont trop de culture, et qu'ils ont notamment trop de culture par rapport à l'organisation du travail. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sait qu'elle en sait plus, grâce à l'école d'ailleurs, qu'elle en sait plus que ce qu'on lui laisse faire dans l'organisation du travail. C'est ça. Mais ça, on touche pas. Premier des droits de l'homme, le droit de propriété privée des grands moyens de production. Orwell a compris un truc absolument fondamental. Orwell, quand il écrit 1984, il comprend que pour transformer un pays en pays fasciste, c'est pas la peine de faire débouler des armées et des bruits de bottes, il suffit de transformer le langage et d'enlever tout ce qui dans le langage peut être négatif pour le remplacer que par du langage positif. Voilà, ça c'est la langue de bois, on en est là, d'accord? Quand le capitalisme s'appelle développement, on est foutu. Je raconte, pour rire dans la conférence, j'ai un passage marrant où je raconte qu'avant, quand on parlait des pauvres, on disait les exploiter. Le pouvoir nous a fait comprendre, si on voulait des subventions, il fallait dire les défavoriser. Mais sauf qu'un exploité, c'est un mec qui a été victime d'une exploitation, un défavorisé, c'est un mec qui a pas eu de bol. Et donc on va pas travailler de la même façon avec un type dont on pense qu'il y a un exploiteur quelque part ou un type dont on pense simplement qu'il n'y a pas de chance. On fait plus le même travail. Et donc le pouvoir a compris que le mot change notre façon d'agir. Comment ça marche dans nos têtes, le capitalisme ? Comment se fait-il que nous avons su mettre fin au communisme en constatant les dégâts et que nous sommes capables de constater les dégâts du capitalisme sans parvenir à y mettre fin? Et alors, ils ont eu l'idée d'aller chercher la structure culturelle du capitalisme dans son langage, c'est-à-dire, ils ont eu l'idée d'aller dans les ouvrages de management, en se disant que finalement la doctrine du capitalisme se trouve dans les ouvrages de management. Et alors ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60 dans un ordinateur, puis tous les mots de 90 ouvrages de management de l'année 2000. Et ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse sémantique pour voir l'ordre de fréquence d'apparition des mots et pour s'apercevoir qu'en 1960, le mot le plus souvent cité, le plus souvent écrit dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Jusqu'à là, vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Tout le monde voit pourquoi il faut raisonner en termes de hiérarchie quand on va former des gens à nous diriger, ok ? Alors je vous pose la question,
Combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 2000 ? J'ai tout mon temps. Zéro. Mesdames et messieurs, le mot hiérarchie a disparu de la théorie du management, ou alors, nous dit Boltanski, quand il est encore utilisé, effectivement, c'est pour dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Alors, je vous pose la question complémentaire. Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Parce que si vous pensez qu'elle n'a pas disparu, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors les linguistes nous informent qu'on ne peut plus la penser comme hiérarchie. Et les syndicalistes ont un problème. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement malaisé, pour ne pas dire impossible, de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie, mais n'emporte pas le nom, mesdames et messieurs, quel est selon vous, et on ne souffle pas, quel est selon vous le mot qui arrive number one dans 90 ouvrages de management d'aujourd'hui? Allez-y, balancez-moi des mots. Partenariat, participation. Ouais, c'est pas celui-là, mais c'est l'idée. Collaborateur, partenariat, participation, collaborateur. Évaluation. Regardez ce qui se passe. C'est très intéressant parce que ça se passe comme ça tous les soirs. Ça fait 250 fois que je tourne cette conférence et tous ces mots-là sont immédiatement trouvés. Ça veut dire que vous les identifiez comme des pièges à cons. Okay ? Vous n'êtes pas dupes. Partenariat, quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, ça va. Collaborateur à 1 300 € par mois, ça va. Ok ? Donc tout ça, hein, directeur des ressources humaines, tout ça vous savez. Il a été trouvé 5 fois en 250 fois. C'est-à-dire qu'il est quasiment jamais trouvé. Et pourtant c'est lui le chef. Et vous savez pourquoi il n'est pas trouvé ? C'est la définition même d'une idéologie dominante. C'est d'être absolument imperceptible et invisible en tant qu'idéologie. Elle est occultée à la conscience. Ce qui fait que c'est une idéologie, c'est qu'on ne la perçoit pas comme idéologique. Elle se présente comme naturelle. Mesdames et messieurs, je vous présente le prince noir. Permettez-moi de vous présenter notre ennemi commun. Mesdames et messieurs, nous sommes foutus. Si nous ne parvenons pas à remettre cette saleté dans la boîte dont elle n'aurait jamais dû sortir il y a à peine une génération, milieu des années 80, ce mot est tellement positif. Nous disons de jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de vieux qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de malades qu'ils n'ont pas de projet. Nous soumettons l'allocation de certains droits au fait de déposer préalablement un projet. Nous demandons à des handicapés de faire des projets. Nous demandons à des prisonniers de faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet, ce sont les riches. C'est très curieux. Aujourd'hui, une femme qui accouche depuis 1 an doit faire un projet de naissance. En prison, ils ont un projet de détention et un projet de réinsertion. Ce mot a envahi notre espace mental à un tel point que je vous mets au défi de penser aujourd'hui en dehors de cette catégorie. Écoutez-vous parler. Amusez-vous dans une réunion à mettre une croix sur un papier chaque fois qu'il est utilisé et comptez le nombre de croix. Vous allez avoir peur. Il y a 30 ans à peine, une seule génération, un éducateur de rue recevait une subvention dite de fonctionnement parce qu'on considérait qu'il avait un métier, c'est-à-dire une qualification, et qu'il savait ce qu'il avait à faire. Et à l'époque, je dis ça aux plus jeunes, ça va leur paraître bizarre, on ne lui demandait absolument aucun projet en échange de cet argent. Je vous jure que c'est vrai. On lui donnait de l'argent et on lui redonnait. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôlait pas ce qu'il faisait. Il y avait un contrôle, évidemment, a posteriori, mais pas a priori. Et donc cet éducateur
il faisait ce qu'il voulait avec cet argent. On lui faisait confiance parce qu'il avait un métier. Et donc il savait qu'il pouvait travailler politiquement, c'est-à-dire dans la durée, parce qu'on ne change pas la mentalité d'un groupe de jeunes sur un quartier à moins de 7-8 ans de travail. Aujourd'hui, ce même éducateur, vous savez comme moi comment ça va se passer. Il va devoir déposer un projet. Ce projet va durer très exactement 1 an. Ce projet aura un début, mais surtout il aura une fin. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a complètement raté. Ce projet, il sera en train de préparer le projet suivant quand celui-là ne sera pas fini. Le projet suivant sera avec d'autres jeunes. C'est ça qui est important aussi. Bref, cet éducateur ne se rend pas compte, quand il fait ça, qu'il est en train de fabriquer un produit. Parce que vous l'aurez peut-être compris, lorsque nous disons aujourd'hui que nous devons avoir un projet de vie, c'est que manifestement vivre ne suffit plus. Et qu'il nous faut manifester par notre façon de vivre un processus productif permanent. Projet, ça veut dire produit, sans que nous ne nous en rendions compte. Cet éducateur est en train de préparer le terrain pour une marchandisation généralisée de tout son secteur. D'accord ? Selon la définition marxiste de la marchandise, une marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui testent sa pertinence sur un marché contre un bien ou un service équivalent. Et bien, c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire faire depuis 30 ans avec ça. Aujourd'hui, tous les métiers sont touchés par ce truc-là. Vous savez comment est montée une voiture aujourd'hui ? Il y a le projet phare, le projet direction, le projet carrosserie, et puis on peut tout éclater dans des pays différents, etc. Et c'est la totalité de nos métiers qui sont en train de fonctionner de cette façon-là. L'école est complètement touchée par ce truc-là. Ils doivent faire des projets d'école. Projet d'école, ils auraient dû dire, c'est complètement idiot, notre projet, c'est d'éduquer les enfants. Au lieu de ça, ils ont accepté de rentrer dans cette logique, et aujourd'hui, ils sont tout étonnés de voir qu'on s'amuse à noter les établissements entre eux maintenant. Le mot en soi n'est pas gênant, il est même très positif, c'est bien pour ça qu'il fonctionne. Hein. Moi, on est tous d'accord pour avoir des projets de vacances, ok, bon. Moi, j'ai un projet politique, par exemple, c'est la Révolution. Oui, bon, voilà. Mais, et donc, mesdames, messieurs, il va falloir apprendre à nous débarrasser de ça. Mais ça ne va pas être facile parce que ce sont tous des mots positifs. Et comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs ? Eh bien, nous n'avons pas encore commencé à inventer les stratégies de résistance sur ces trucs-là. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité ? Vous êtes contre la qualité, vous ? Vous êtes fous ? Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes qui transforme le dernier bastion de la pensée critique, la licence de sociologie en France, en licence de management des entreprises sociales ? Comment est-ce qu'on se bat contre... Vous comprenez ce que je veux dire ? Comment on se bat contre des mots positifs ? Alors moi, je vous fais une proposition, mesdames, messieurs, ici, dans ce secteur. Je vous propose que plus vous fassiez savoir à vos financeurs que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent.